Bonjour à vous et bienvenue dans le 175e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de la trilogie marseillaise, l'œuvre de Marcel Pagnol parue en 3 albums chez Grand Angle, dont les adaptations sont signées Eric Stoffel et Serge Scotto, les dessins de Sébastien Maurice pour Marius, Amélie Cosse et Vinocq pour Fanny et Victor Lepointe pour César. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Retour à Lemberg, adaptation en bande dessinée du livre de Philippe Sands, une adaptation que l'on doit au scénario de Jean-Christophe Camus et au dessin de Christophe Picot, pour un album paru chez Delcourt. Je parlerai ensuite de l'album L'Imprimerie du Diable, que l'on doit au scénario de Virginie Greiner, au dessin d'Annabelle, et c'est édité chez Les Arènes BD. J'aborderai aussi la sortie de l'album Coccinelle, Chercher la femme, un titre signé par 2 auteurs italiens, Gloria Schiapponi pour la partie scénario, Luca Conca pour le dessin, et c'est édité chez La Boîte à Bulles. Ensuite, je vous parlerai de l'album Truman Capote, Retour à Garden City, que l'on doit au scénario de Xavier Betaucourt, au dessin de Nadar, et c'est édité chez Futuropolis. Je vous présenterai Les Ennemis du Peuple, album que l'on doit à un autre duo d'auteurs italiens, puisque l'on retrouve Emiliano Pagani pour la partie scénario, Vincenzo Bizzarri pour le dessin, et le tout est édité chez Glénat. Enfin, je terminerai par la réédition dans la collection La Bibliothèque de Daniel Cloves, qu'édite la Maison Delcourt, de Caricature, titre que l'on doit à Daniel Cloves bien entendu. 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. C'est avec l'accent chantant de Marseille que j'aurais pu démarrer cette chronique, un accent que l'on entend assurément au moment où l'on tourne les premières pages de Marius qui nous entraînent sur la terrasse du bar de la Marine à Marseille. Décliné en 2 tomes à l'origine, Marius, premier épisode de cette trilogie marseillaise, était donc sorti une première fois en librairie entre 2019 et 2020 et se voit réuni dans une intégrale parue le 27 mars dernier. C'est avec cet épisode que l'on est entraîné dans cette histoire qu'avait imaginé Marcel Pagnol pour le théâtre, mais qui finira d'avoir la renommée qu'on lui connaît aujourd'hui en étant adaptée au cinéma, nous sommes alors dans les années 30. Cette histoire, plutôt moderne pour son époque, sans compter qu'elle est adaptée au cinéma parlant alors que le muet vit ses dernières années, n'a pas perdu de sa vitalité avec le temps qui passe, comme on le découvre dans les 3 albums déjà disponibles en librairie. Ce sont les éditions Grand Angle qui se sont lancées dans cette aventure, celle d'adapter en bande dessinée les romans et pièces de théâtre du grand Marcel Pagnol, des adaptations qui font qu'une quinzaine d'albums, avec souvent des couvertures où domine le bleu du ciel, sont déjà disponibles en librairie. Voilà donc que Marius, Fanny et César rejoignent enfin cette collection avec la joie de retrouver cette trilogie majeure dans l'œuvre de Pagnol, enfin portée en bande dessinée avec plutôt une certaine réussite. Première chose et non des moindres, si Eric Stoffel et Serge Scotto sont à l'origine de ces adaptations, ils ont demandé à plusieurs dessinateurs, qui ont déjà travaillé avec Grand Angle par le passé, d'en assurer la partie graphique. Chacune avec leurs pattes si personnelles, en essayant de respecter une certaine unité, ont donc donné leurs traits au personnage de Pagnol pour un résultat plutôt homogène et plaisant à découvrir, faisant varier ici et là, par petites touches, les traits reconnaissables des personnages de cette histoire.
C'est Sébastien Maurice qui ouvre le bal avec Marius, album ressorti en mars, qui permet de lancer la trilogie et de découvrir les personnages hauts en couleur qui nous accompagneront donc sur près de 300 pages. Au centre de l'histoire, un jeune couple qui se tourne autour, du haut de leur presque vingtaine, Marius, qui travaille avec César, son père, au bar de la marine, et Fanny, jeune fille rêveuse et amoureuse du serveur qu'elle laisse venir à elle. Seulement, le vieux Panis rêve lui aussi d'épouser la jeune Fanny, et pour cela, il a deux arguments de poids: sa fortune, qui lui permettrait de mettre la belle et sa maman à l'abri du besoin, et les objectifs de Marius, qui a des envies d'ailleurs et rêve secrètement de sillonner les mers en bateau. C'est ainsi que le lecteur découvre les amours contrariés de la jeune et tourmentée Fanny, une aventure qui se terminera par le départ de Marius sur les mers et une Fanny désemparée dont il ne reste plus que le souvenir d'une nuit d'amour avant son départ. Pour reprendre les crayons, sur le second tome, on retrouve le duo Amélie-Cosse et Vinoc, celui-là même qui avait déjà signé le très beau La Commode au tiroir de couleurs, toujours chez la même maison d'édition, Grand Angle. Avec un dessin gracieux et un découpage dynamique, dans Fanny, il nous raconte comment la jeune femme va devoir annoncer et gérer son statut de fille-mère d'un Marius qui a pris la mer plutôt que de l'épouser et jouer le père modèle. Audacieux pour l'époque, cet épisode permet de replonger à une période où être maman sans être mariée était mal vu, jetant alors l'opprobre non seulement sur la jeune femme en question, mais aussi sur le reste de sa famille, comme ici avec Honorine, sa maman. On voit alors comment le vieux Panis va venir en aide à la jeune fille, lui qui a en secret le vieux rêve d'avoir un enfant, chose qu'il n'a jamais réussi à avoir avec sa défunte première épouse. Enfin, la trilogie se referme avec César, album dont le dessin est signé Victor Lepointe, lui dont on a encore en tête le sublime Ange Lequin, dont une édition toilée est sortie récemment en librairie aussi. Ici, nécessité du scénario oblige, il propose des personnages qui ont vieilli, puisque 20 années séparent cet épisode du précédent, un dernier épisode qui fait disparaître Panis et qui réunit Marius et Fanny. Mais pour en arriver là, ce dernier tome n'est pas avare en péripéties, dont César va jouer un rôle central jusque dans les dernières pages de cette conclusion de la trilogie marseillaise. Le dessin semi-réaliste, précis et dynamique de Victor Lepointe est un véritable régal pour les yeux, il offre ainsi une conclusion à la hauteur des deux premiers tomes, et permet de redécouvrir cette grande œuvre de Marcel Pagnol de la plus belle des façons. Vous aurez compris que j'ai eu un gros coup de cœur pour ces 3 albums, 3 titres passionnants qui sont aussi un bel hommage rendu au grand-père de Nicolas Pagnol, qui ouvre chacun des 3 ouvrages par une préface pour rappeler combien le travail de Marcel Pagnol est encore bien vivant en 2024, entre autres grâce à cette belle adaptation. Deuxième partie de ce podcast, dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est par un impressionnant ouvrage de plus de 300 pages que je vous propose de démarrer cette revue des sorties, un titre qui nous entraîne dans la ville ukrainienne de Lviv, qui s'appelle encore Lemberg au moment où se déroule cette histoire. C'est que cette ville a une histoire aussi riche que complexe, comme on va le découvrir ici, une histoire qui a fait passer cette cité de l'ouest de l'Ukraine entre les mains des Russes, des Allemands ou des Polonais, avec à chaque fois le nom qui va différer. C'est Philippe Sands qui nous entraîne dans ce voyage passionnant que l'on va faire en sa compagnie, un voyage qui est dû au hasard d'une conférence qu'il a dû donner dans cette ville, sans véritablement savoir qu'elle avait un lien très intime avec sa propre histoire. C'est ainsi qu'en sa compagnie, on va découvrir l'histoire bouleversante de sa famille, la petite histoire liée à la grande histoire qu'est la Seconde Guerre mondiale, que marqueront 2 autres figures de la ville, Ernst Lauterpacht et Raphaël Lemkin. Au premier, nous devons la notion de crime contre l'humanité, alors que le second a introduit dans le droit le terme de génocide, 2 chefs d'accusation qui seront retenus et défendus devant le tribunal de Nuremberg à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont donc à la fois des destins singuliers que nous raconte Philippe Sands, celui de son grand-père Léon tout d'abord, mais aussi un retour sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale,
plus précisément dans la région de la Galicie où se situe alors la ville de Lemberg, devenue Lviv aujourd'hui. Dans cette histoire apparaît un autre personnage décisif, Hans Frank, haut dignitaire nazi, qui sera le relais du pouvoir du chancelier Hitler et celui qui appliquera la solution finale dans cette région où ont été décimées les familles de Sanz, de Lauterpart ou encore de Lemkin. Chapitrée pour s'intéresser aux différents personnages mis en avant par l'album, cette bande dessinée passionnante et édifiante permet ainsi de mieux comprendre l'importance qu'a eu cette région sur l'après-guerre, importance dont l'héritage est toujours aussi vivant aujourd'hui. C'est à Jean-Christophe Camus que nous devons l'adaptation du best-seller de Philippe Sanz, lui qui a fait un travail remarquable pour rendre compréhensibles tous les enjeux de cette histoire dans un album qu'il faut absolument avoir lu. Ce scénario est aussi porté par le très beau dessin en noir et blanc de Christophe Picot, simple, précis et fouillé. Ce dessin termine de rendre compréhensible et agréable cette lecture qui n'a pas été sans me faire penser au titre La Bombe que j'avais aussi particulièrement aimé. Bref, vous aurez certainement compris que Retour à Lemberg est un pur chef-d'œuvre, un album exigeant pour le lecteur et qui est à la croisée des genres entre l'enquête, le portrait et le roman graphique plus traditionnel. Ce sont les éditions Delcourt qui publient ce superbe ouvrage que vous ne pourrez pas manquer en librairie en raison de son épaisseur, un album que j'ai adoré découvrir et que je vous recommande chaudement à mon tour. L'imprimerie est-elle une invention faite pour contrer le diable ou une invention diabolique qui pourrait participer à sa grande œuvre? Voilà une des nombreuses questions que pose l'album L'imprimerie du diable, ouvrage qui aborde en réalité de nombreuses thématiques complexes. L'histoire nous entraîne dans un petit village, Vernoux, proche de la frontière suisse, un petit village dont on va apprendre à découvrir les habitants et leurs coutumes qui sont le fruit d'un héritage lointain. C'est qu'en cette année 1470, si la religion catholique est fortement présente dans cette France reculée, la superstition ainsi que les remèdes et les potions ont tout autant leur place dans les pratiques du quotidien. Dans ce petit village, guetté par la famine et le malheur, la famille Percheval se démarque par une science des plantes et de la nature qui permet à Clauda, surnommée la mère, et sa fille Reine, de se rendre indispensables pour toutes et tous. Que ce soit pour guérir les maux du quotidien ou pour assister les femmes sur le point d'accoucher, l'une puis l'autre sont des membres importants de cette communauté qui ne comprend pas toujours que cette pratique est l'héritage d'une connaissance accrue de leur environnement plus que de la pure magie. Dans ce village vit aussi un certain Étienne Trollet, dont la liaison naissante avec la jeune et belle reine Percheval doit être interrompue pour fuir le village et un père qui le frappe au quotidien et lui impose de devenir paysan à son tour. C'est qu'Étienne sait lire et écrire, chose rare dans les villages à cette époque, et la Providence va mettre sur son chemin un certain Géant Lévigne qui va l'embarquer avec lui direction Genève. Là-bas, l'imprimerie, invention récente de Gutenberg, ouvre une nouvelle voie vers le savoir et la connaissance, et cette voie, ça deviendra le métier d'Étienne qui finira par être le grand imprimateur de la ville. C'est ainsi que deux destins évoluent en parallèle, pendant que Rennes met son savoir au service de son petit village, Étienne imprime et publie des livres qui dénoncent celles comme Rennes, dont les dons ne peuvent s'expliquer de manière rationnelle. L'imprimerie devient alors l'instrument des dominants pour mettre au pas la population, à plus forte raison les femmes, que l'on aura vite fait d'accuser de sorcellerie dès lors qu'elles s'écarteront de la norme. Avec beaucoup d'intelligence et de talent, Virginie Greiner déploie en 145 pages une histoire complète et nuancée, portée par une galerie de personnages qui apportent beaucoup d'épaisseur à ce récit. C'est à Annabelle qu'elle a confié son aventure, elle qui déploie ici toute sa palette pour donner vie à une histoire qui se déroule au XVe siècle, qu'elle retranscrit très bien dans un style semi-réaliste avec un trait précis. Appuyé par les couleurs d'un quatuor qui finit de donner beaucoup d'expressivité à cet album, nous avons là une bande dessinée passionnante dont la couverture est déjà en soi une belle entrée en matière. Intemporel dans son sujet, qui est celui de la chasse aux sorcières, L'imprimerie du diable fait partie de ces ouvrages à ne pas manquer, un titre sorti le 13 avril dernier aux éditions des Arènes BD, que je recommande plus que chaudement.
C'est un destin bien singulier que je vous propose de découvrir maintenant, le destin de celle que l'on surnommait Coccinelle, une artiste présentée ici dans un album que l'on doit à un duo d'auteurs italiens. Ce qui rend ce destin si singulier, c'est certainement l'identité profonde de celui qui est né en 1931 sous le patronyme de Jacques-Charles Dufresnoy et qui disparaîtra en 2006 sous le nom de Jacqueline Charlotte Dufresnoy. Dès son plus jeune âge, celui qui s'appelle Jacques sent un trouble profond dans son identité, lui qui aime mettre les robes et le maquillage de sa mère quand celle-ci n'est pas là, comme on le voit dans une scène présente dès le début de l'album. La mère se montre d'ailleurs très aimante et compréhensive, assez loin des réactions du père que l'on devine conservateur dans ses idées et rugueux dans sa façon d'interagir avec son fils, comme avec sa femme d'ailleurs. C'est que le comportement de ce même père le poussera à prendre une décision, la décision la plus dangereuse et la plus salutaire de sa vie, fuir le domicile familial pour prendre son envol du côté de Paris, une ville qui semble lui tendre les bras. C'est dans la capitale que Jacques va s'affirmer, en compagnie de la blonde Lucrèce et de Monique, il va faire la découverte de l'univers des cabarets transformistes après une brève expérience de coiffeur. Chez Madame Arthur, dansent et chantent des hommes qui se sentent femmes ou qui aiment s'habiller en femmes, une communauté à laquelle appartient tout de suite Jacques, qui se glisse petit à petit dans l'identité moins étriquée de Jacqueline. Sensuelle, aux traits fins et à la personnalité très affirmée, celle qui se fait surnommer Coccinelle, en raison d'une robe rouge à pois noirs qu'elle portait le jour de son audition, va connaître des débuts remarqués qui vont la propulser vers le succès. La chirurgie esthétique, ainsi qu'une lourde opération pour réassigner son sexe, finiront de transformer, ou plutôt de faire naître la véritable Jacqueline, dont on découvre le destin et le succès qu'elle rencontre auprès des hommes. De ses amitiés célèbres, avec Charles Trenet par exemple, jusqu'aux différents maris qu'elle a pu avoir, on entre dans l'intimité, dans un quotidien parfois banal, pour une femme qui a su s'affranchir de la norme et ouvrir la voie à bien d'autres femmes ou encore des hommes. Le scénario de Gloria Schiapponi nous fait découvrir cette vie hors du commun, insistant plus sur la personnalité de cet artiste, remise sur le devant de la scène grâce à cet ouvrage, que sur son changement d'identité. Le dessin semi-réaliste et très gracieux de Luca Conca propose une belle plongée dans l'univers de cette femme, il nous fait entrer dans l'intimité de celle qui toute sa vie durant aura présenté de multiples visages et autant de coiffures différentes de la plus belle des façons. L'ouvrage se termine d'ailleurs par un petit cahier photo qui donne l'occasion de la voir en vrai, de découvrir ce personnage dont la fin de carrière fut plus compliquée, à l'image de ce que vivent les femmes passé un certain âge. Ce sont les éditions La Boîte à Bulles qui proposent cette bande dessinée depuis le 2 mai dernier en librairie, un titre qui permet non seulement de découvrir un personnage fort et inspirant, le tout dans un ouvrage vraiment très agréable à parcourir. C'est maintenant du côté de la petite ville d'Holcombe que je vous entraîne, lieu où s'est déroulé un meurtre sordide en 1959, meurtre qui servira de matériau à l'écrivain Truman Capote, héros de cette bande dessinée. C'est que le génie littéraire de Truman Capote s'est nourri de cette matière première pour écrire ce qui restera l'un de ses chefs-d'œuvre adaptés au cinéma, de sang-froid. C'est tout cela que raconte l'album que scénarise Xavier Betaucourt, qui fait entrer en résonance les véritables meurtriers, le tournage du film et la création du roman dans un récit polyphonique que l'on suit sans aucune difficulté. L'album s'appelle Truman Capote, Retour à Garden City, et il s'ouvre avec cette scène en noir et blanc de deux hommes qui s'approchent de la résidence de la famille Clutter. Ce sont les deux tueurs ici incarnés par les acteurs du film. Plusieurs fois dans l'histoire, ce procédé, avec des pages en noir et blanc et des cases qui s'étirent au format cinémascope, sera repris pour en dire plus au lecteur sur les circonstances de ce meurtre atroce. Mais c'est essentiellement dans les pas de l'écrivain américain que nous entraîne l'histoire, un écrivain fantasque et décalé qui n'est pas sans attirer à lui quelques inimitiés dans la petite ville du Kansas, peu habituée à voir traîner de tels énergumènes dans leurs rues. C'est que Capote a décidé de revenir dans cette ville, de s'imprégner de son atmosphère, pour essayer de comprendre les ressorts de ce meurtre, mais surtout l'impact qu'il aura eu sur les autres habitants de la ville.
En personnage central de ce récit, Truman Capote jubile d'être au centre des attentions, lui qui ne crache pas sur les mondanités qu'il aime entretenir avec les plus grands de ce monde, la reine d'Angleterre y compris. Doté d'un esprit vif et d'un sens de la formule et du récit, Truman Capote s'essaie avec de sang-froid au roman non fictionnel, ce qui le pousse au passage à rencontrer les véritables assassins. Le dessin de Nadar immerge parfaitement bien le lecteur dans ce Kansas des années 60, donnant au passage beaucoup de caractère et de véritable gueule à ces personnages que Truman Capote immortalisera dans ce que fut certainement son plus grand succès. Il donne beaucoup de lisibilité à cet album, qui aurait pu perdre le lecteur en route, mais qui donne au final un titre original, au charme suranné et très intéressant pour qui a envie d'en savoir un peu plus sur ce roman ainsi que sur son auteur plus que fantasque. Titre sorti en librairie le 1er mai dernier et qu'édite la maison Futuropolis, nous tenons là un objet qui plaira autant aux littéraires qu'aux fans d'histoire criminelle, un titre dans lequel pour ma part j'ai pris un grand plaisir à me plonger. C'est un album fort, un album coup de poing en quelque sorte, que signe un autre duo d'auteurs italiens, Emiliano Pagani pour la partie scénario et Vincenzo Bizzarri pour le dessin, un titre qu'édite la maison Glénat depuis le 2 mai dernier. Ça s'appelle Les Ennemis du Peuple, et ces ennemis, on va apprendre à les découvrir au fur et à mesure des pages qui se tournent, des ennemis qui peuvent revêtir plusieurs identités différentes. C'est d'ailleurs un drame qui va se jouer ici, et les premières pages, qui se déroulent quasiment sur fond noir, où seule une arme en ressort, nous préviennent, quand un pistolet est présent dans une histoire, c'est que tôt ou tard, quelqu'un va tirer. Alors la question c'est fatalement qui va tirer sur qui, car l'histoire fait s'imbriquer plusieurs tranches de vie qui finissent par s'entrecroiser, se répondre, se compléter, des tranches de vie qui nous propulsent dans l'univers des petites gens, des policiers, en passant par les ouvriers ou les camps de migrants. Ces personnages ont tous le point commun de faire partie du peuple, un peuple qui n'a pas les mêmes aspirations ou les mêmes attentes, mais qui a comme point commun de souffrir ou de s'occuper de la souffrance de son prochain. Personnage fort de cette histoire, Hannibal est un ouvrier à l'âge déjà avancé, 2 ans après des grèves qui ont éprouvé les nerfs et les organismes pour éviter un plan social à l'usine, c'est l'heure de la fermeture, avec le sentiment que l'on n'a fait que reculer pour mieux sauter dans le vide. Son fils Fabio est lui plus préoccupé par le football que par l'usine, à moins que son centre d'attention ne soit en réalité la belle Chiara, qui vient en aide aux migrants et qui s'est mis en couple avec un policier, un certain Yesoup, ou même encore la préparation d'un petit larcin. Le récit est entrecoupé d'une bande dessinée que l'on voit se faire, métaphore de notre lutte des classes par un auteur dont on découvre qu'il n'est pas plus verni que ses camarades de lutte à l'usine, qu'il vient rejoindre sur les barricades. À la manière d'une tragédie, le duo d'auteurs met en place les ingrédients sur 130 pages environ pour nous entraîner vers cette fin dramatique que l'on sent monter au fil des pages qui se tournent. Pour cela, le scénario de Pagani est rudement bien ficelé, il arrive à faire monter l'intensité, souligné par le très beau dessin sombre et semi-réaliste d'un Bizzarri qui fait preuve ici d'une grande maîtrise. Le dessin comme le scénario sont capables de passer d'une situation à l'autre en créant des ponts, preuve que les situations sont parfois universelles, mais sans réussir à créer l'unité chez un peuple qui avance parfois contre les puissants en ordre dispersé. Intelligent dans sa construction et puissant dans sa narration, Les Ennemis du Peuple est un album passionnant dont je ne saurais trop recommander la lecture, un ouvrage qui nous entraîne dans une Italie contemporaine dont les contours ne sont pas sans ressembler à d'autres pays plus proches. Comme toutes les 2 semaines, je conclus cet épisode en mettant en lumière un ouvrage spécial, un nouveau titre que nous propose de retrouver les éditions Delcourt dans sa fameuse collection baptisée La Bibliothèque de Daniel Clowes. Inutile de vous dire quel est l'auteur mis en avant dans cette collection, qui accueille le dernier Fauve d'Or du Festival d'Angoulême, Monica, seul nouvel ouvrage de l'auteur américain dans une collection qui réédite surtout ses anciens albums. Le dernier arrivé en librairie s'appelle Caricature, tout un programme déjà, et il propose de retrouver en un peu plus d'une centaine de pages 9 histoires qui nous entraînent dans cette Amérique que Clowes aime tant nous dépeindre.
Dans ses récits, Daniel Clowes aime parler de cette Amérique profonde, celle des petites gens qui aiment se donner de l'importance, celle des névroses nées des traumatismes ou non, celle des mesquineries et des calculs pour obtenir quelques faveurs, bref, une Amérique aussi amusante que pathétique, dans laquelle on plonge toujours avec gourmandise. Alternant le noir et le blanc avec la couleur, les histoires réalistes avec d'autres plus fantasmagoriques, des personnages grotesques avec d'autres qui se prennent plus au sérieux, c'est un large panel de récits et de personnages qui nous sont proposés ici dans cet album que l'on peut lire d'un trait ou picorer à l'envie. L'album démarre avec Caricature, histoire qui donne son nom à l'ouvrage, récit qui nous fait suivre un certain Mal Rosen, caricaturiste de son état, revenu récemment au dessin et divorcé depuis un peu plus de 6 ans. On le découvre alors qu'il participe au festival de l'artisanat de Twin Lakes, durant lequel il tient un stand où il se propose de croquer les visiteurs, moyennant 12 ou 15 $ le dessin, qui mettra environ 5 minutes à être réalisé. Durant le 4e jour, une jeune femme, à qui il donne 15 ans et qui prétend en avoir 22, va venir l'aborder et le flatter avant qu'il ne finisse de passer chastement la nuit avec elle. D'artiste, il en est encore question dans le récit baptisé Gynécologie, où un certain Epps s'éprend de la femme d'un gynécologue en même temps qu'il essaye de connaître le succès avec un art qui sera récupéré par la publicité. Avec ce trait si caractéristique, appliqué et fouillé, où les têtes inquiétantes des personnages semblent souvent plus grosses que leur corps, Daniel Clowes nous entraîne dans son Amérique profonde, où la banalité du quotidien se mélange parfois avec un certain surnaturel. Artiste indépendant de la scène américaine, qui jouit aujourd'hui d'une véritable reconnaissance, on comprend mieux pourquoi, en parcourant ses ouvrages, il est capable de fédérer un public beaucoup plus large, tant certains de ces récits savent mélanger l'humour avec un certain regard désenchanté sur notre société. Caricature est donc une occasion de plus de découvrir ou redécouvrir le travail de cet immense artiste, un Daniel Clowes où s'alternent les histoires dans lesquelles on prend un grand plaisir de lecteur à se laisser guider. Ainsi se termine ce 175e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à la trilogie marseillaise Marius, Fanny et César qu'avait imaginé Marcel Pagnol et que remettent au goût du jour plusieurs artistes dont le travail est sorti chez Grand Angle. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite au passage pour remercier les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 27 mai, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.